La France dispose de la première industrie spatiale européenne et pourtant l'avenir de ces entreprises n'est pas forcément garanti. Il faut d'abord construire un cadre national, un cadre européen suffisamment compétitif. C'est le terme qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment? On va tenter de le définir ensemble avec nos invités en plateau. À ma gauche, Mathieu Chartier, Managing Director chez Starburst. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci Space. En face de vous, on a Michel Matas, avocat associé chez De Gaulle Florence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, mais avec plaisir. Alors, on est content de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui. C'est important. On a tout un écosystème de start-up et d'entreprises historiques et de start-up qui se côtoient aujourd'hui en France. L'idée, ensemble, c'est de comprendre comment on va pouvoir leur garantir une certaine prospérité économique à l'avenir. Est-ce qu'un cadre réglementaire va pouvoir favoriser cette prospérité ou pas? Alors, Mathieu, peut-être que vous pouvez peut-être commencer par nous dire, est-ce qu'on sait ce que ça représente aujourd'hui, le chiffre d'affaires, par exemple, du secteur spatial français au sein de l'Europe? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une question qui peut être largement débattue. Globalement, si on se concentre sur l'industrie spatiale en tant que telle, c'est environ 3 milliards en France, environ 30 000 employés. Et si on prend, on va dire, un périmètre un peu plus large, ce qui, je pense, est intéressant, avec toutes les applications spatiales qu'on peut faire, notamment avec la donnée, les télécommunications, on parle d'environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si on prend un peu de perspective, c'est entre 30 et 40% de l'activité économique européenne autour du spatial. Alors déjà, on a mis le doigt sur le premier problème, définir le revenu généré, en tout cas le chiffre d'affaires généré par le spatial en France. Ça, c'est dû à quoi, à cette amalgame entre l'aérospatial, le spatial, la data, la tech? C'est exactement ça. Ouais. Vous avez parfaitement, vous et Mathieu, résumé le sujet. C'est-à-dire qu'on a globalement en France, la France fait partie des rares pays qui a toujours construit des avions, lancé des fusées, envoyé des satellites. On est un pays d'ingénieurs. Je pense que c'est une des grandes fiertés de la France, à raison. On a aussi un modèle économique, et ça on en parlera je pense tout à l'heure sur le financement des startups, un peu colbertiste, qui consiste à utiliser l'argent public comme levier pour l'argent privé, à la fois la commande publique, mais aussi l'investissement public, qui fait qu'aujourd'hui, on a un écosystème assez large. Alors, on a les acteurs très connus, les lanceurs ou les exploitants de satellites comme Airbus, qui est Ariane, qui est le lanceur le plus connu, Airbus qui construit des satellites et des constellations de satellites, Eutelsat qui exploite les grands satellites géostationnaires. On parlera peut-être un peu de la différence entre on en parle souvent, les géo et les léo, entre la basse orbite et l'orbite géostationnaire. Mais c'est pas les mêmes contraintes techniques, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes coûts d'exploitation, et c'est d'ailleurs pour ça un peu que le New Space arrive et se démocratise, parce que avec des technologies disruptives et des sauts technologiques, on arrive à faire mieux, beaucoup moins cher. Voilà. Et le cadre réglementaire là-dedans était un petit peu... historiquement, pour vous donner un ordre d'idée, le cadre réglementaire de l'espace, c'est un premier traité en 1967 sur l'espace. Exactement. Qui dit pas grand-chose, finalement. Qui dit quand même un certain nombre de choses, mais qui reste au niveau interétatique, puisque à l'époque, la conquête de l'espace n'est perçue que comme une conquête interétatique. Donc il s'agit de dire l'espace n'appartient à personne. Il n'y a pas le dessus de l'espace n'est pas le reflet des continents. Il n'y a pas la partie qui appartient à la Russie, à la Chine, à la France, aux États-Unis. Donc c'est un système de coexistence entre États. C'est du droit international public assez classique. Et à partir de là, ont été élaborés un second traité, un troisième traité, un quatrième traité. Et à partir de là, chacun des pays a commencé à adopter des lois nationales. Donc vous avez une loi américaine avec la FCC qui est l'autorité de contrôle américaine. Vous avez la loi française, la loi sur les opérations spatiales de 2008, qui est à la fois la plus ancienne et la plus sophistiquée des lois européennes, parce que historiquement la France est le pays des lanceurs et des exploitants de satellites en France. Donc on a un peu plus d'ancienneté là-dessus. Et il y a une loi luxembourgeoise à l'échelle des pays européens. Il y a une dizaine de pays qui ont des lois spatiales. Et donc toute la question est aujourd'hui, comme l'industrie n'est plus une industrie française, mais une industrie européenne. Les lanceurs sont des lanceurs européens. Il y a le CNES, mais il y a l'ESA, il y a le financement européen qui est devenu fondamental dans l'écosystème. Probablement, une des questions les plus importantes, c'est celle de la mise en commun
d'un régime légal et réglementaire qui permette d'assurer de la visibilité et de la prévisibilité à tous les acteurs. Et c'est là qu'on graisse des dents un petit peu, parce qu'il y a tous les avis sur le sujet depuis déjà quelques mois, même la direction de certaines grandes enseignes aérospatiales comme Ariane ont pointé du doigt à l'époque, il y a un an déjà, cette idée de réglementer tous ensemble en Europe et puis d'imposer peut-être trop de contraintes à des acteurs nationaux qui ont besoin d'être compétitifs face notamment aux États-Unis. Donc, cette question de réglementer à l'européenne, est-ce qu'elle peut être un frein? Vous travaillez directement avec ces nouvelles vagues d'acteurs qui arrivent. Comment c'est perçu? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut mettre ça en regard de ce qui se passe aux États-Unis avec SpaceX, qui est intégralement verticalisé. Donc, qui par nature bénéficie de coûts plus faibles que les acteurs européens. Malgré tout, je pense que si on veut avoir un écosystème robuste, on va dire dynamique et moins monopolistique qu'on peut l'avoir aujourd'hui aux États-Unis, SpaceX étant la seule entreprise quasiment, à part ULA, capable de lancer dans le monde, enfin en tout cas pour le monde occidental, on a besoin de dynamiser et donc d'ouvrir effectivement un peu plus, de libérer quelques contraintes. Malgré tout, ça reste important pour développer l'écosystème et on avait cette discussion-là aussi. C'est important de générer de la demande. Et donc si on veut générer de la demande, il faut aussi favoriser l'émergence de plusieurs acteurs et donc garder des règles, on va dire, de distribution ou de répartition qui sont malgré tout... D'accord, donc réglementer plutôt la distribution ou alors garder de la flexibilité, mais garder aussi cette logique de répartition qui est importante pour que cet écosystème émerge en Espagne, en Italie, dans les pays de l'Est. On il y a quand même une dynamique importante à l'échelle de l'Europe parce que le marché européen peut être un marché à taille critique pour le spatial. Alors l'Europe se concentre sur ce sujet, précisément la Commission européenne, je crois que vous pouvez nous en dire un mot. Il y a une étude, en tout cas, d'une possible réglementation à l'échelle européenne du secteur spatial. Oui, on parle beaucoup de la loi spatiale européenne, c'est tout à fait d'actualité. Très récemment, le Parlement européen a adopté une résolution en vue de l'adoption d'une loi spatiale européenne. Le Parlement français, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Il y a eu un rapport fait par Madame la députée Rilhac exactement fin décembre 2023 qui a été déposé à l'Assemblée, qui est très intéressant d'ailleurs sur l'écosystème globalement. Et il apparaît qu'aujourd'hui, la question phare, parce qu'il y a un certain nombre de questions spécifiques qui doivent être traitées par la réglementation. C'est comment on gère les débris spatiaux qui sont un problème de plus en plus important sur les orbites basses, compte tenu du nombre. Pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre de lancements de satellites, globalement, depuis qu'on lance les satellites géostationnaires, on peut dire que grosso modo, c'est 10 à 15 satellites géostationnaires qui sont lancés par an. D'accord ? Ils sont lancés à une altitude de 35 000 km, ça suppose une grosse infrastructure, c'est 10 à 15 par an. Dans les 10 prochaines années, en LEO, en orbite basse, c'est-à-dire que les orbites sont comprises entre quelques centaines de kilomètres et 2000 kilomètres pour faire simple. Elles sont de plus en plus basses pour un certain nombre d'applications. Mais sur ces orbites basses, on estime à peu près 5 à 6 000 les lancements dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire une granularité. Vous êtes dans 10 par an. Versus 600 par an. Oui, la croissance exponentielle des satellites en orbite, c'est un vrai problème, vous avez raison de le préciser. Donc l'idée, ce serait de réglementer premièrement ça, la question des débris satellitaires, puisque plus il y aura de débris, plus le risque va être grand. Les risques de collision, on les connaît, d'impact sur les activités et commerciales et scientifiques autour de la Terre. La résilience aussi. La résilience. La résilience, tout ce qui est cyberattaque, tout ce qui est... Parce que on vient de parler de l'exercice Astérix. En ce moment, précisément, avec les problèmes géopolitiques que nous connaissons tous, il y a un certain nombre de problèmes sur la résilience des satellites et les observations de satellites à toute altitude et qui concernent toutes applications. Et pas mal d'anecdotes assez récentes qui sont arrivées sur des satellites qui viennent se positionner derrière d'autres satellites. C'est arrivé en France il y a 2 ans avec un satellite russe. Oui, et puis il y a ce qu'on sait moins aussi, mais il y a une actualité assez importante de ça. Et puis il y a le volet, il ne faut pas oublier que l'Europe est un très fort PIB et a culturellement, compte tenu de son système démocratique, un poids important à exercer en valeur d'exemple et en inspirant, par exemple, tout ce qui est sur la gestion des débris ou de la fin de vie des satellites. Les normes européennes auront probablement un effet structurant
sur l'ensemble du monde en matière de satellité. Ça, c'est une vision, ça, c'est la question. Est-ce que l'Europe va arriver à dicter sa loi, entre guillemets, au reste du pays? En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a deux discours, quand même. Le discours qui est plutôt critique et qui dit on veut adopter la même attitude, la même posture, à l'exemple de Thierry Breton et de sa législation sur la donnée. On veut adopter la même posture qu'on l'a fait dans la tech avec le spatial. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est pas dangereux pour nos acteurs qui sont, eux, moins résilients que d'autres acteurs de la tech européens qui doivent faire face à cette réglementation? C'est une question compliquée. Et je pense que je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, il y a avant tout un sujet de financement. Oui. On le voit dans la technologie, si on fait le parallèle avec l'intelligence artificielle, le cloud, il y a quelques années de ça, c'est avant tout un sujet de financement. D'abord de soutien à financer, ensuite l'écosystème, réglementer. et ensuite commencer à réguler intelligemment. Je pense qu'on en est capable en Europe, on a plein de têtes bien faites, mais d'être capable on va dire de gérer le marteau et l'enclume de manière un peu équilibrée. Mais ça passe avant tout par le financement. Mais je reviens là-dessus. Si on n'a pas de champions nationaux, effectivement, il ne restera que la régulation. Pour taper dessus, l'intelligence artificielle est un bon exemple. Donc je pense qu'il faut d'abord aussi créer l'écosystème, les champions nationaux, internationaux, et à un moment aussi se poser la question des bonnes pratiques. Seule différence, c'est qu'une fois que les objets sont en haut, c'est plus difficile de faire quelque chose. En tout cas, c'est plus coûteux en énergie et en argent. Donc il faut aussi peut-être effectivement sur les bonnes questions au départ, mais pas mal de monde y travaille. C'est pour ça qu'on a toute cette nouvelle génération qui est prometteuse aussi en réalité, parce qu'on a des entreprises comme Exotrail qui permettent des choses assez extraordinaires de mobilité dans l'espace. Des choses voilà, vous l'avez dit, les satellites en géostationnaire, on ne peut plus toucher depuis 20 ans, ils sont là-haut, c'est comme ça et ça ne bouge pas. Les satellites qu'on prépare aujourd'hui, ils seront plus agiles, en tout cas c'est l'objectif. Donc effectivement, il y a peut-être un engagement financier qui est complètement différent. On a réévalué cette échelle-là. Mais tout de même, on parle de long terme pour le financement de ces entreprises. On parle d'entreprises qui ont encore besoin de faire leurs preuves technologiquement. Est-ce que l'aide qu'on a aujourd'hui en France, je parle par exemple de France 2030, c'est suffisant pour insuffler de la confiance et puis cette dynamique nécessaire pour prospérer dans un cadre européen en plus très compétitif? Alors, c'est un excellent début. C'est une très bonne initiative. L'argent public est indispensable. Vous avez parlé de durée des cycles, du risque que ça comporte. Les investisseurs privés, par la nature de leur investissement, ont peur du risque dans une certaine mesure. Il faut du financement public pour dérisquer, ou en tout cas mettre, on va dire, une première dynamique en place. C'est probablement pas assez. Si on parle d'échelle, qu'on regarde par rapport à la Chine, l'Inde, aux États-Unis, à d'autres pays, il y a une notion de taille critique qui est probablement pas suffisante. Mais en tout cas, l'intention est bonne. Les financements sont fléchés sur les bons sujets, l'accès à l'espace, la surveillance de l'espace, les services en aval de traitement de la donnée, d'observation de la Terre. Donc globalement, on va dire que l'orientation est bonne. Je pense que c'est une question de rassembler les énergies et puis de concentrer les efforts. Il faut imaginer qu'aujourd'hui en Europe, il y a plus de 15 projets de lanceurs, une vingtaine. Voilà. Il n'y a pas un marché en Europe pour ces 20 lanceurs. Il y a un marché mondial, ça se discute. Mais en tout cas, il y a une notion, là encore, il faut des champions. C'est peut-être pas à France 2030 de les choisir, mais c'est en tout cas une notion de ne pas trop saupoudrer les efforts. Et donc là, on saupoudrerait peut-être un peu trop ? C'est une question à laquelle il est toujours difficile parce que c'est difficile de jouer à la prédiction sur l'avenir et savoir quel sera le projet le plus viable. Parce que quand on regarde par exemple... Aussi, non mais quand on regarde le projet des lanceurs français, actuellement il y a combien, Mathieu, de projets de lanceurs français? 6-7 ouais. 6-7. Là-dedans, vous avez des typologies très différentes. Vous avez le projet d'ARC qui consiste, qui est le plus low cost du low cost, c'est-à-dire c'est mettre vous mettez un missile, un gros missile sous un avion. C'est d'ailleurs des gens qui viennent de chez MBDA, des fabricants de missiles, et vous les envoyez en orbite basse à partir d'un avion qui décolle. Et donc pas de coût de stockage et de transfert et vers Kourou, pas de coût du lancement vertical. Enfin, ça réduit beaucoup les coûts. Vous avez aussi des projets comme celui de Latitude ou comme celui de on a Hyperspace aussi. On a tous les modèles de propulsion. On en parlait avec Orbital Baguette One qui est son premier lanceur. Et si on prend les exemples
qu'on vient de donner, juste sur le marché, si on fait un petit focus juste sur le marché du lanceur, on parle de projets qui est une toute petite partie, qui est toute petite partie, qui est la partie amont, mais qui est une toute petite partie. C'est la plus visible parce que c'est ça qui parle aux gens, mais c'est une toute petite partie du marché spatial. Vous avez plein de projets différents dont il est très difficile de dire aujourd'hui c'est lui qui va trouver le marché ou c'est un tel qui va trouver le marché. Vous avez des financements, les 3 entreprises qu'on vient de citer ont toutes fait un tour de table en 2023 qui va de 5 à près de 30 millions. Mais c'est pas suffisant, si. C'est suffisant. Alors pour Latitude, par exemple, dans cet exemple-là, ce sera suffisant pour aller jusqu'à la production du premier lanceur. Et après c'est déjà un très bon début. Les capitaux privés doivent prendre le relais. Les capitaux privés en Europe doivent prendre le relais. Et apporter cette masse-là aussi. L'exemple de SpaceX, encore une fois, SpaceX a profité pour ses développements de beaucoup de capitaux publics avant tout, et ensuite de capitaux privés. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer. Et je pense qu'il y a une dynamique qui est intéressante, c'est de se dire il faut laisser ses chances à tout le monde, comme le fait l'Agence spatiale européenne sur le transport spatial. C'est un modèle extrêmement intéressant. De favoriser la compétition pour amener des premiers financements dérisqués. L'ouverture à la compétition officielle, c'est depuis septembre. Mais c'est très intéressant. On a beaucoup travaillé avec eux et c'est extrêmement intéressant la dynamique qui est en train de se mettre en place. Et derrière, il y a un moment où ce sont les gagnants ou les plus malins ou les premiers qui arrivent à décrocher des contrats qui gagneront, en tout cas qu'il faut continuer à accompagner. Alors un dernier mot avant de conclure, on arrive bientôt au terme. Est-ce qu'une question de labellisation, parce que vous le disiez, il va falloir des financements privés et il y a beaucoup d'acteurs au sein de l'Europe. Est-ce que si on labellisait peut-être, on apporterait plus de crédibilité à l'un ou l'autre des acteurs, on permettrait de favoriser les investissements ? C'est un peu une question piège, si tu permets, Mathieu, parce que en fait, il y a, si vous permettez, Mathieu, il y a une là-dedans, en fait, c'est assez malin. La Commission européenne réfléchit pour un certain nombre d'obligations à faire du normatif classique, et pour certaines autres à favoriser de la soft law, de ce qui devrait être. Et donc pour ça, elle se dit. Nous avons beaucoup de financement en matière spatiale vient de l'argent public. Nous soumettrons la capacité à recourir à des fonds publics européens, un certain nombre d'obligations en termes, par exemple, de création de débris, en termes de machin, ce qui permet de ne pas contraindre, de ne pas adopter une réglementation contraignante. Ça peut être une option viable. Qui peut par exemple, priver les opérateurs européens de marchés internationaux où ces règles ne sont pas en vigueur, mais qui peuvent quand même inciter le marché globalement à les prendre comme des éléments structurants. Ça peut être une option Exactement. Pour la prospérité de la compétition. On est obligé de s'arrêter ici. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Chartier, Michel Matas, d'avoir pris le temps de venir en plateau aujourd'hui avec nous. À la production, Lily Zalkin, comme toutes les semaines. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.